Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre webinaire. Je suis Romain Bazeillac, un des fondateurs de DataKiss, et je suis heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui sur ce premier webinaire que nous organisons avec notre partenaire Camino. Et le thème aujourd'hui abordé sera celui des fréquences de visite en GMS. C'est un sujet que nous souhaitions partager avec vous car on vient de vivre une période un peu particulière, mais qui a tout simplement remis en avant l'importance de l'action des forces de vente en magasin. Et on le voit aujourd'hui avec nos clients, les objectifs en magasin sont remodelés et il apparaît comme évident l'intérêt et la nécessité d'adapter rapidement son organisation commerciale pour performer. Avec moi, pour la session de ce webinaire, deux intervenants, Laurent Engine, qui est mon associé et le cofondateur de DataKiss. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Et Régis Bénichou, qui est le président et cofondateur de Camino. Bonjour Régis. Bonjour à tous. Alors, avant de démarrer, quelques informations pratiques. Le webinaire durera entre 30 et 45 minutes et vous pouvez à tout moment nous poser des questions à travers le panneau de configuration questions et réponses de la fenêtre Zoom. On reviendra sur vos questions en fin de session pour y répondre. Le déroulé de la session se fera sous ce plan-là. On va d'abord commencer avec une présentation rapide des sociétés, puis on démarrera avec une présentation du concept de la fréquence de visite, de ses enjeux et des méthodes existantes et celles que nous proposons. Et ensuite, on verra comment cela s'intègre et impacte la sectorisation. Et bien entendu, on finira par une session de questions et réponses. Alors, lorsque nous avons créé DataKiss il y a un peu plus de 2 ans avec mes associés, on est parti du constat suivant. Un projet de sectorisation, c'est long. Un projet de secto, c'est fastidieux et tout le monde, au fond, il va à reculons. Et puis, on sait tous que le marché est difficile. On a tous les jours de nouvelles tendances de consommation qui apparaissent. Et au fond, ce qui est un peu contradictoire, c'est que d'un côté, on a un marché dynamique et d'un autre, on a un processus de sectorisation commerciale qui reste figé une fois qu'il est défini et qui ne se retravaille que tous les 2 à 3 ans en fonction des organisations. Donc, face à ces constats, on a décidé de repenser le concept de secto et on a converti la sectorisation classique en une sectorisation dynamique, c'est-à-dire une sectorisation qui est agile et capable de s'adapter aux évolutions de votre organisation, mais également à celle du marché. L'idée, c'est tout simplement que votre sectorisation soit un atout pour votre organisation et que l'investissement que vous faites sur l'un des premiers postes de dépenses, à savoir la force de vente, soit efficace dans le temps. Alors, comment ça se traduit? D'un côté, on construit, on met à jour, on fusionne une secto sous l'angle de la charge de travail des commerciaux, c'est-à-dire en calculant précisément pour chaque ressource commerciale le temps de route nécessaire pour visiter tous ses clients. Et c'est ce qui permet au fond de donner du sens au terme SMART, qui est un terme si souvent employé aujourd'hui dans la définition des objectifs. Et puis d'autre part, on fournit une solution qui permet à une organisation de s'adapter de manière agile face aux évolutions internes, et je pense là à des démissions, des déménagements ou des arrêts de travail, mais également face aux évolutions du marché, imposées ou pas, par exemple cette étape post-Covid, mais également, je pense à des caches clients qui peuvent mener ensuite à des déréférencements. Donc, notre objectif est de sécuriser la faisabilité des objectifs que vous fixez et de leur exécution sur le terrain. Nous le faisons aujourd'hui avec même plus de 20 clients. On ajuste l'adéquation entre les ressources disponibles et le plan de charge de manière dynamique. On planifie, on valide toutes les actions stratégiques sur le terrain en adaptant, par exemple, l'organisation pour répondre à des pics d'activité et aux effets de saisonnalité. Et je vais laisser à Régis présenter Camino. Je vais juste prendre la main.
Donc, Camino est à peine plus vieux, puisqu'on a maintenant 4 ans. On a fondé cette société avec quelques associés, experts des algorithmes, des statistiques, de la data science, comme on dit ces derniers temps, parce qu'on trouvait que parmi toutes les expertises autour de nous, l'expertise data science et algorithmique était la moins partagée, c'est-à-dire que c'était celle qui était le plus réservée à des experts. Or, pour nous, il fallait de la même façon la mettre le plus possible dans les mains ou la mettre à disposition des experts métiers. Donc, on a conçu un certain nombre d'outils d'aide à la décision où on se rapproche des décideurs pour leur proposer une organisation logicielle, des interfaces qui vont permettre de profiter de la puissance des machines, ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle, tout en pouvant intégrer aux résultats de ce que permet l'intelligence artificielle l'expertise humaine, l'expertise historique, l'expertise des organisations, et on refuse cette opposition qui est souvent présentée entre intelligence artificielle et intelligence humaine. Pour nous, le seul salut, c'est de combiner les deux, parce que l'humain ne peut pas remplacer la puissance de la machine, et la machine ne peut pas avoir la finesse, l'adaptabilité des humains et ne peut pas intégrer tout l'historique, la connaissance des cas qui ne sont pas dans les données qu'on injecte. Et on a, selon nous, une certaine expertise reconnue dans cette analyse des données. Alors quand je dis cette analyse, je vais quand même donner quelques exemples de domaines sur lesquels on intervient. Est-ce que ça va marcher? On va tenter. Si tu peux passer le slide, Romain. Voilà. Pardon, le contrôle à distance est parfois capricieux. Donc, on intervient, par exemple, dans tout ce qui est analyse sémantique, c'est-à-dire tout ce qui est analyse de champs textuels, que ce soit des questions ouvertes dans des enquêtes, que ce soit de l'analyse de mails, de l'analyse de documents, de l'analyse des réseaux sociaux et de blogs, d'avis par exemple, etc., etc. On intervient sur tout ce qui est traitement d'enquête, des choses les plus simples, tri, à plat, tri croisé, des choses plus compliquées comme des redressements, de l'échantillonnage, voire des choses encore plus compliquées, l'optimisation de longueur d'enquête, à qui on adresse quelle enquête et de quelle longueur, etc., etc. Ensuite, on intervient bien évidemment, et c'est un peu le cadre dans lequel on intervient ici, c'est sur des analyses statistiques avancées. Donc, ça comprend un panel très large et de plus en plus large, avec de la modélisation, de la typologie, segmentation, en gros toute la boîte à outils, data science, machine learning, que vous pouvez utiliser ou avoir autour de vous pour certains. Et donc, dans ce cadre-là, on va utiliser pour les fréquences de visite, notamment, des outils parfois de modélisation, des outils de segmentation, je l'aborderai, et des outils d'optimisation. Enfin, on a une grande expertise dans tout ce qui est analyse à dimension géographique et plus généralement géomarketing, comme Datakis. C'est un peu comme cela qu'on s'est rencontrés. Puis on s'est rendu compte qu'on avait la même idée de démocratisation des outils, la même philosophie sur l'organisation logicielle. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est dit qu'il y avait des choses à faire ensemble, parce que loin d'être concurrents, nos visions étant compatibles et nos expertises complémentaires, on pouvait proposer des outils ensemble. Je peux te redonner la main, Romain. Ou Laurent, plutôt.
Oui, merci Régis. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet de l'ajustement des fréquences de visite dans le cadre d'un processus de sectorisation. Et avant de rentrer dans la méthodologie, définissons ce qu'est la fréquence de visite. Alors, je précise tout de suite que la fréquence de visite est toujours associée à un temps de visite, mais ça, c'est vraiment un sujet à part entière. Voilà. Alors, généralement, on associe la fréquence de visite à ce qu'on appelle la pression commerciale, c'est-à-dire combien de fois dois-je visiter mes points de vente sur une période donnée. Et cette période peut aller d'une année pour une vision stratégique. Pour ceux qui nous connaissent, c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui, hein, sur une vision annuelle hein, généralement, mais elle pourrait très bien aussi être d'un mois, cette période, pour une vision plus tactique, comme une opération dite commando ou une opération liées à de la saisonnalité, par exemple. Donc, je précise que dans le cadre d'un projet de sectorisation, à la question des fréquences de visite, s'ajoutent deux questions importantes et à mon sens qui sont indissociables. Une des questions, c'est quels sont les bons points de vente à visiter? Là, on parle de la définition du front de vente qui est souvent lié à un objectif de DV à atteindre. Et la deuxième question, à qui j'affecte ces points de vente? Là, on est vraiment au cœur du process de sectorisation. Et ce qui est important de dire, c'est que la réussite d'un projet de sectorisation, à mon sens, va dépendre très fortement de la manière dont on va répondre à ces trois questions. Donc, lorsqu'on démarre un projet de sectorisation et le client qui nous présente son brief, la fréquence de visite est vraiment un sujet à traiter. Et très souvent, on nous pose des questions comme est-ce que nos fréquences sont correctes? Est-ce que vous avez du benchmark sur des clients similaires à nous? Etc. etc. Donc, on sent très fortement qu'on est dans une approche très, 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 très empirique. Et l'enjeu est de taille car un mauvais fréquençage, à mon sens, va fatalement entraîner une sectorisation un peu moins efficace. Alors, comment sont définies ces fréquences de visite dans un projet de sectorisation à l'heure actuelle? En ce qui concerne tous nos projets de sectorisation effectués lors de ces 2 dernières années, nous avons constaté 3 principales manières de déterminer les fréquences de visite. La première est basée sur l'historique. De manière très basique, on va réappliquer les mêmes fréquences que l'année passée. Bon, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Deuxième, on va mettre à jour les fréquences grâce à de la data, soit à de la donnée interne, comme du chiffre d'affaires, soit à de la donnée externe, comme du chiffre d'affaires potentiel. Mais cela nécessite de se procurer de la donnée auprès de panélistes comme la société Nielsen, qui sont capables de designer un potentiel en fonction de la stratégie à appliquer. Enfin, troisième possibilité, c'est de se baser sur le format du magasin. Donc ça, c'est lorsqu'on ne dispose pas forcément de data et qu'on veut se baser sur, on va dire, le concept du magasin, si c'est un HM+, un HM-, si c'est un SM ou de la proxy ou du drive, etc. Alors très souvent, je préfère le préciser, on intègre quand même une deuxième clé d'entrée comme l'enseigne pour avoir une meilleure granularité de la fréquence des visites. Alors, pour finir ce scope, on va dire, sur les fréquences de visite, et avant de laisser la parole à Régis de la société Camino, nous avons lancé une enquête très récemment, pendant la période du Covid, qui illustre ce que je viens de vous montrer quant à la difficulté d'avoir des outils vous permettant de conforter dans vos décisions. Donc, je vous invite à consulter l'intégralité de cette enquête sur notre site internet, datakeys.fr. Une des questions que nous avons posées est quels sont les principaux défis dans la fixation d'objectifs commerciaux? 4 réponses se sont démarquées. Première réponse, l'historique. Les objectifs sont fondés sur des informations historiques internes qui ne reflètent pas les opportunités du marché. Deuxième réponse, l'information. On note un manque de données et d'informations pour établir avec précision les objectifs. Troisième réponse, la méthodologie.
il n'y a pas vraiment de méthodologie efficace et smart pour fixer les objectifs. Et enfin, dernière réponse, la transparence. Les commerciaux ne savent pas comment sont fixés leurs objectifs et ça peut vraiment nuire à la motivation des équipes terrain. Une autre question de notre enquête, toujours à propos des fréquences de visite, on a posé la question suivante. Quels sont les types d'ajustements de sectorisation réalisés au cours des 12 derniers mois hors période Covid? La réponse la plus fréquemment répondue, on va dire, concerne à 62% des modifications ou des ajustements des fréquences de visite. Donc là, on voit qu'il y a un sujet sur les fréquences de visite et une certaine agilité à pouvoir adapter ces fréquences. Maintenant, je vais laisser la parole à Régis de Camino qui va vous exposer cette nouvelle approche, on va dire, de la détermination des fréquences de visite. Régis, à toi. Je suis prêt. On va essayer de passer de slide. Bon, il y a un petit problème. Si Romain, tu peux m'accompagner et changer le slide. Donc là, je vais maintenant vous décrire une méthode originale qu'on propose depuis maintenant quelques temps et qui cherche à faire des 4 dimensions présentées par Laurent à l'instant, historique, information, méthode, transparence, non pas des objectifs contradictoires, mais des objectifs parfaitement conciliables. Donc c'est pour ça qu'on présente cette méthode comme une méthode mixte. Et pour donner un terme une catégorisation plus mathématique, puisque c'est notre domaine d'expertise, on cherche à présenter une adéquation forte avec un objectif. Je vais le détailler. Cet objectif, il peut être un potentiel, il peut être un historique passé, il peut être voilà, tout ce qu'on va aborder par la suite, en respectant un certain nombre de contraintes, des priorités, une stratégie, etc. etc. Donc, cette catégorie-là d'algorithmes s'appelle l'optimisation sous contrainte. Donc, dans l'optimisation sous contrainte, la première chose à préciser, c'est quels objectifs on va donner à cette optimisation. Donc, le résultat qu'on attend, c'est être capable de livrer un nombre de visites à effectuer sur une période sur laquelle on se sera accordé, un nombre de visites par point de vente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut que cette donnée qu'on va constituer intègre et résume tout un tas d'informations que Laurent a en partie abordées et que je vais compléter. Enfin, il faut que cet algorithme et cette mise en place puisse être rejouée pour petit à petit fitter parfaitement avec vos besoins. C'est-à-dire que la première fois qu'on va lancer l'algorithme, les clients vont nous dire systématiquement des choses simples qu'ils croient parfaitement conformes à ce qu'ils souhaitent comme résultat. Et une fois que le résultat leur est livré, ah oui, mais on pourrait intégrer telle donnée, ah oui, mais avant de le présenter aux commerciaux, j'aimerais tester telle autre alternative pour pouvoir leur dire que ça a été fait et leur présenter la meilleure des deux, etc., etc. Donc, il faut être capable d'intégrer à la démarche, et c'est ce qu'on fait systématiquement, un certain nombre de simulations et vous accompagner dans ces simulations. À côté de cela, les résultats ne doivent pas être pris tels quels. Il y a des points d'attention qui ne sont pas exhaustifs pour l'instant, hein, qu'on présente à nos clients au fur et à mesure de notre expérience, on en rajoute. Donc, la première chose, c'est qu'on va ainsi dérouler une stratégie
Et si on a intégré des éléments dans cette stratégie, l'enseigne, le format, le statut, le fait que le point de vente soit saisonnier ou non, ou soit dans une zone touristique ou non, et il faut que les résultats retracent cela. C'est-à-dire qu'on a injecté des stratégies différenciées, il faut en voir la présence dans la livraison finale. Il faut être capable, puisque c'est la promesse d'intégrer l'expertise métier dans l'intelligence artificielle, il faut être capable d'ajuster l'algorithme et la proposition automatique. Et par exemple, intégrer le fait qu'avec une enseigne, il y a un accord. C'est-à-dire qu'avec telle enseigne, on fera 18 visites, quoi qu'il arrive, sur tous les points de vente. Donc à ce moment-là, on sort de l'optimisation, ou dans telle région, on s'est mis d'accord avec telle enseigne pour faire tant de visites. Il faut être capable d'ajuster ces cas particuliers. Et le pire des cas particuliers étant d'exclure des points de vente qui ne correspondent pas à ma stratégie, qui ne correspondent pas temporairement à ma stratégie, ou pour lesquels je n'ai pas d'éléments suffisamment probants pour avancer dans cette voie qui consiste à rationaliser toute ma stratégie. Si tu peux passer de slide, Romain. Voilà, merci. Donc maintenant, le cœur de la machine, le cœur de la machine, c'est bien évidemment des données. Donc Laurent les a évoquées un petit peu. Les premières données qu'on va chercher à mettre en évidence, c'est les données d'objectifs. Donc cela peut être un chiffre d'affaires réel, un chiffre d'affaires modélisé, puisque c'est plus courant qu'un chiffre d'affaires réel. Ça peut être un potentiel de vente, puisque dans certains domaines, il est difficile d'avoir un chiffre d'affaires réel ou modélisé. Donc, on va passer par de la modélisation, mais encore d'un autre niveau. Et puis, il va y avoir des données qui vont permettre de ventiler toute la stratégie qu'on va mettre en place. Et dedans, Laurent a évoqué certaines dimensions, mais on peut les reprendre, l'enseigne, la surface, le statut, la tranche de chiffre d'affaires, peut-être, comme je le disais, une dimension saisonnière, etc., etc. On ne va pas rentrer dans tous les détails puisqu'il y a des spécificités pour chaque domaine et on va chercher à avoir ces informations-là pour les intégrer. Donc, une fois qu'on a recueilli toutes ces données, il faut être capable d'y associer des contraintes ou une stratégie. Et donc là, on va échanger avec vous, on va vous guider. La première des informations dont on a besoin pour cette stratégie, c'est bien évidemment la taille de la force commerciale, dont va dépendre immédiatement le nombre de visites totales qu'on peut proposer. Mais ensuite, il y a des choses beaucoup plus complexes à mener, c'est-à-dire le nombre de visites maximales par point de vente. Ce n'est pas parce que le potentiel est 10 fois plus important qu'il faut faire 10 fois plus de visites. Et puis, la priorité qu'on va accorder à chaque enseigne, parce qu'on sait qu'on a un impact plus important dans nos échanges avec une enseigne, avec un statut de point de vente, est-ce que c'est un franchisé ou un intégré, etc., etc. Et puis, la même chose peut avoir lieu sur des priorités par tranche de surface, par tranche de CA. Soyez créatifs, on vous accompagnera dans cette démarche-là. Donc le problème que j'ai évoqué, je ne vais pas en donner la formalisation ni la solution mathématique, mais ce n'est pas un algorithme particulièrement original qu'on utilise. C'est un problème d'optimisation qu'on résout par un classique mathématique, c'est un classique de la recherche opérationnelle. Donc, on vient prendre l'état de l'art, le meilleur de l'état de l'art, on ne choisit pas n'importe quelle implémentation, mais c'est un problème classique, une solution classique, et on vient mettre ça à disposition de vos expertises métiers.
Donc, on a déjà mis ça en place sur plusieurs comptes avec DataKiss. Et là, je prends un cas réel. Bien évidemment, je ne cite pas le cas ni le domaine. Et je vais vous présenter quelques résultats. Donc là, c'est des résultats en nombre moyen de visites par enseigne. Donc en bleu foncé, on a le potentiel moyen par point de vente. En rose-orange, on a la fréquence originale du client. Et en bleu, on a notre proposition. Donc on voit qu'à chaque fois, le bleu, la fréquence proposée est plus proche du potentiel, mais bien évidemment, elle n'atteint pas ce potentiel-là et parfois, elle en est un petit peu éloignée. Et on peut se demander pourquoi, mais c'est simplement le fait d'avoir ajouté des contraintes et une stratégie. C'est-à-dire que si je prends la première ligne, si un Auchan a un potentiel de 60 visites, parce que son potentiel est beaucoup plus important, on ne va pas aller le visiter 60 fois, parce qu'on a peut-être borné à 24 visites, 2 visites par mois. Et donc, on va atteindre le maximum, on va le borner à 24, et ça, bien évidemment, ça se retrouve dans le nombre de visites moyen par enseigne. Et donc, c'est cette borne-là qu'on voit et qui ne permet pas d'atteindre une adéquation parfaite avec le potentiel. Mais on va quand même voir sur la slide suivante qu'on peut voir un petit peu cette adéquation. Donc là, vous avez un graphique, un petit cadran par enseigne. En pointillé noir, vous avez, si on fit le nombre de visites théoriques ou la répartition théorique, si on fit parfaitement avec le potentiel. Et on voit en orange-rose le nombre de visites l'année passée fixé par le client. C'est une constante par enseigne, ou quasi une constante par enseigne. Et on voit qu'en bleu, on propose donc quelque chose qui arrive à bien mieux fitter, bien mieux correspondre à la répartition des potentiels, jusqu'à un point. Et à ce niveau-là, on atteint la borne sup. Et dans ces cas-là, on ne peut plus suivre le potentiel. Donc j'espère que c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sur la petite fenêtre de dialogue et j'y répondrai en fin de présentation. Donc une fois qu'on a fini cette étape, on obtient un nombre de visites pour chaque point de vente. Mais ce nombre-là, vous pourrez le trouver éventuellement trop riche. Pourquoi il y a 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 24. On pourrait avoir 5, 8, 10, 13. Donc on pourrait avoir des tranches de visites. Et c'est ce qu'on nous a demandé sur certains projets, parce que cette finesse-là était difficile à prendre en main par les commerciaux. Elle pouvait leur paraître fastidieuse et il y avait un besoin de simplification. Mais pas un besoin de simplification en simplement caricaturant le volume, mais en mettant en évidence des règles métiers intelligentes pour fixer ces segments-là. Donc, à nouveau, on applique le même type de démarche. On va proposer, accompagner le client pour définir des critères et des modalités pertinentes. Et après cela, on va lancer un algo d'optimisation qui va permettre de réaliser ces regroupements pour permettre un nombre de visites à la fois proche du potentiel et beaucoup plus simple à prendre en main par les commerciaux. Donc on ne met pas ça en place à chaque fois, c'est si les clients nous le demandent, si lors des échanges avec leurs commerciaux, ce type de besoin apparaît. Je te repasse la main, Laurent. Ok, merci. Voilà, donc on a vu la méthodologie par rapport à la modélisation du fréquençage, mais pour illustrer un peu l'exploitation de ces fréquences, on va le remettre dans le contexte d'un projet de sectorisation pour illustrer en fait l'utilisation des fréquences. Donc, si on revient sur notre processus de sectorisation, on a vu qu'en début de webinaire, il faut
on a l'intégration du front de vente, donc, qui on va visiter. Donc là, on va insérer les fréquences de visite qu'on vient de modéliser. Et aussi, on a un troisième point, c'est le nombre de commerciaux qu'on souhaite mettre en jeu dans une simulation de sectorisation. Donc, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, ce processus peut être itératif. Hein. Ce sont les flèches oranges, on peut passer d'une sectorisation, puis on va rejouer les fréquences. Parce que si on change un des paramètres, je pense que c'est important de le préciser pour ce côté un peu agile, si on change de paramètre, par exemple, on souhaite augmenter le nombre de chefs de secteur, ce qui va augmenter peut-être le nombre de points de vente à visiter, et en même temps, ça va peut-être entraîner une augmentation du nombre de visites cibles. Il suffira de réappliquer la modélisation qu'on vient de voir précédemment pour ressortir une nouvelle matrice des fréquences, puis pour relancer une nouvelle simulation de sectorisation qui va nous montrer si les hypothèses qu'on a choisies sont réalisables ou pas, et ainsi de suite, et relancer en effet une itération pour affiner un peu le résultat. Donc, on peut l'illustrer par un graphique suivant, qui est issu d'un cas réel. Donc là, le premier graphique est avant, je précise tout de suite, avant, c'est un diagnostic, hein, c'est avant modélisation des fréquences et avant optimisation de la sectorisation. Donc, je vais vous expliquer un peu comment on lit ce graphique. Donc, sur l'axe vertical, on a la charge de travail qui est exprimée en pourcentage d'exploitation du temps terrain. Sur l'axe horizontal, on a les commerciaux, tous les chefs de secteur qui sont classés par charge de travail croissant. Et la zone verte correspond à la zone d'efficacité optimale que le client peut définir. Mais là, on l'a défini entre 90% et 100% de charge de travail. Donc, en lecture, et c'est marqué sur la diapositive, on constate que 61% de la force de vente ne peut pas réaliser la totalité des visites prévues. C'est la zone qui est en rouge. Donc, on est en surcharge. Alors que 29% de la force de vente est dans la zone verte, donc dans la zone de productivité, et 10% de la force de vente est en sous-charge. C'est-à-dire qu'on peut potentiellement leur donner des actions complémentaires à faire, et c'est la zone qui est symbolisée en couleur orange. Après un travail de fréquençage et d'optimisation de la sectorisation, alors quand je parle d'optimisation de la sectorisation, je parle de l'équilibrage de la charge de travail afin d'avoir moins d'écart type de charge entre les commerciaux, des ajustements aussi géographiques et éventuellement des ateliers avec les managers régionaux pour prendre en compte vraiment la réalité business. Donc après tout ce travail-là, on obtient le résultat suivant, donc, qui est symbolisé par, il y a un rappel de la courbe précédente en bleu et le résultat en vert. Donc, on passe de 61% des secteurs en surcharge à 5%. On passe de 1% des secteurs en sous-charge et 94% de la force de vente qui se retrouve dans la zone optimale de productivité. Alors, bien entendu, je précise tout de suite avant qu'il y ait des commentaires sur ça, ce n'est pas que le fréquençage qui explique en tout point ces améliorations. Il y a aussi le travail de sectorisation qui explique que ces gains. Voilà. Donc, cet exemple illustre pour nous qu'un bon fréquençage est important, mais c'est un paramètre, enfin, c'est un des paramètres qui explique ce bon résultat qui est le nombre de points de vente à visiter, donc le front de vente qu'on parlait tout à l'heure, et la force de vente qu'on a à disposition, surtout. Voilà. Donc là, je vais laisser la main à nouveau à Romain, puisque on a terminé cette partie sur la sectorisation. Merci Laurent, merci Régis pour toutes ces informations. Bien entendu, n'hésitez pas à poser des questions donc, sur le panneau de configuration. J'ai une question par rapport au temps de visite. Alors, même si on a dit que c'était un sujet à part, il y a quand même cette question qui revient. Est-ce que vous pourriez très rapidement nous expliquer un petit peu si on peut appliquer une méthodologie à ces temps de visite? Alors, on peut bien évidemment appliquer le même type de démarche au temps de visite. C'est-à-dire qu'on va de la même façon se poser la question de quoi dépend le temps de visite et à partir de là, comment l'optimiser. Le problème qu'on est en train de traiter, donc là, on n'a pas allé au bout de la démarche avec les
les clients qu'on accompagne, c'est se mettre d'accord sur quoi s'appuierait ce temps de visite optimal et mettre en place le recueil de données, la diffusion des données, et à partir de là, la stratégie qu'on applique sur chaque donnée identifiée. Donc, pour répondre à la question en peu de mots, oui, on peut appliquer exactement la même démarche, mais attention, cette démarche-là, elle s'appuie sur des données et il va falloir se mettre d'accord sur ces données-là, sur leur utilisation, et à partir de là, ça sera aussi simple de dérouler le même type de démarche d'optimisation. Alors, je vois qu'il n'y a pas encore de questions. À mon tour, j'avais gardé une petite question pour la fin. C'est qu'il y a un point évoqué par Laurent que je n'ai pas traité lors du déroulé de la présentation, c'est l'intégration de l'historique dans cette démarche-là. Alors, on peut donner un poids aux différentes dimensions. On peut se dire que l'enseigne est très importante, beaucoup plus importante que la surface. De la même façon, on peut introduire d'autres données, comme l'historique de visite, c'est-à-dire les années précédentes, et donner un poids à cet historique. L'utilisation classique qu'on nous a demandé de cela, c'est accompagner les commerciaux, la force de vente, pour ne pas que le changement de fréquence de visite soit trop brutal. Et on va pour cela donner au départ un peu de poids au potentiel, par exemple un quart au potentiel, trois quarts à l'historique, puis un peu plus tard moitié-moitié, puis trois quarts au potentiel, un quart à l'historique. Et ainsi, on va petit à petit se rapprocher du potentiel sans tout révolutionner, tout changer dans les pratiques des commerciaux. Oui, effectivement, c'est assez important ce point. Une question sur le nombre de projets effectués. Aujourd'hui, on a travaillé sur 3 projets d'optimisation de fréquence. On est sur 3 autres projets en cours de développement. Et puis, je compléterai aussi pour répondre sur la question du temps de mise en œuvre, qui est assez rapide. Puisque en fait, on dépend beaucoup plus des dispos des clients que de nous, notre réactivité. Donc voilà, par rapport à ces éléments-là. On n'a pas d'autres questions, donc on vous remercie d'avoir participé à notre webinaire. N'hésitez pas, bien entendu, à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Vous avez un questionnaire sur le webinaire lorsque vous fermerez la fenêtre. Merci de nous faire part de vos commentaires, de savoir s'il y a des sujets que vous souhaiteriez aborder, bien sûr, autour de la sectorisation commerciale dans un sens plus général. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir, merci.